Bienvenue à cette table ronde qui commence maintenant sur le thème Produire autrement, qui a été initié par Marc Galerne de CAC 5006. Alors autour de cette discussion, on va retrouver Caroline Champetier de l'AFC, qui est directrice de la photographie, qui a fait notamment cette année Annette de Léo Scarax, qui a fait l'ouverture du Festival de Cannes. On a Laurent Tesser, qui est chef décorateur. Laurent, vous avez travaillé ces dernières années sur la série Meurtre A, je crois. Enfin, en tout cas, c'était ce qui était indiqué sur IMDb. Mais vous avez fait plein d'autres choses. Mais enfin, voilà. En tout cas, ça fait longtemps que vous êtes chef déco. Michel Cassan, qui est ingénieur du son, qui a aussi une longue expérience et qui a notamment fait la série Engrenage dans son intégralité. Marc Galerne, qu'on ne présente plus. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le connaissent ici, qui est président, directeur général et créateur de la société K5006 qui fabrique les projecteurs Joker. Et Benjamin Lanlard, qui est directeur de prod, qui a travaillé notamment sur un film qui s'appelle Si le vent tombe, qui devait être à Cannes, l'année où il n'y a pas eu Cannes, malheureusement, mais voilà. Mais le film a eu le label Cannes. Alors aujourd'hui, on est réunis pour discuter un petit peu des méthodes de production et on peut dire quand même un peu mettre un peu les pieds dans le plat d'une certaine manière. Enfin, en tout cas, Marc Galerne, il est connu pour ça. D'abord, Marc, je voudrais que vous vous représentiez pour les gens éventuellement qui ne connaissent pas K5006 et surtout insister sur le fait que vous avez quand même beaucoup d'années d'expérience dans le cinéma. La marque K5006 fête ses 30 ans, je crois, cette année, hein, si on n'est pas là, c'est 92. Ouais. Mais avant même K5006, vous avez travaillé aussi dans le cinéma puisque vous étiez au studio de la Victorine. Oui, j'ai dirigé les studios de la Victorine de 86 à 92. Et donc c'est vraiment là où avant ça, je travaillais pour une autre société qui s'appelait LTM, qui faisait aussi de l'éclairage pendant une dizaine d'années. Donc c'est vrai que ça fait un petit moment que je trempe là-dedans. L'expérience de la Victorine, ce qui était bien, c'est que ça m'a permis de vraiment mettre le doigt sur un peu ce qu'on appelle l'industrie du rêve, le fait que un film, ça existe grâce aux gens qui travaillent dessus, grâce à des talents qui allient de l'art et de la technique. En juin 2020, j'ai écrit un article dans la lettre de l'AFC qui a fait que j'ai des gens qui m'ont contacté après. C'est que d'un seul coup, je me suis dit, mais l'envers du décor, il n'est plus aussi beau que ça, quoi. Les gens qui travaillent avec de la passion, mais ils passent aussi énormément de temps à négocier des choses. Alors, bon, oui, les salaires, oui, le nombre d'heures, mais aussi le fait d'avoir les outils dont ils ont besoin. C'est parti d'une tribune que vous avez publiée sur le site de l'AFC, et qui s'appelle « La fatalité existe-t-elle » Oui. Donc, il y avait quoi dans C'était vraiment une prise de conscience que les choses n'allaient plus vraiment... J'ai écrit cet article parce que c'était juste à la fin du premier confinement. On venait d'être déconfinés. Et en fait, je disais, voilà, avant le Covid, les productions avaient déjà des prétextes qui étaient ceux qu'on a toujours tous entendus, c'est-à-dire les élections présidentielles, l'arrêt de la pub sur France Télévisions, les gilets jaunes. Enfin, tout est un peu sujet à négocier vers le bas. Et je dis, moi, je redoute ce que j'ai le plus peur dans cette reprise. Parce qu'il y allait forcément y en avoir une, c'est que là, il y avait un vrai motif. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, nous, on travaille beaucoup plus à l'export qu'en France, notamment en Angleterre. Et en fait, la différence, c'est qu'en Angleterre, aujourd'hui, les prix de prestation ont augmenté de 30% par rapport à avant le Covid. Ce qui justifie en disant qu'ils ont acheté beaucoup de matériel parce qu'il y avait plus de tournage. Donc et les producteurs peuvent comprendre le fait que si on achète beaucoup de choses, on est bien obligé de répercuter les prix. Alors que ce qui s'est passé chez nous, c'est que on a dit oui, si on n'a pas les moyens, s'il n'y a pas les moyens de faire ci, s'il n'y a pas les moyens de faire ça, en fait, faites le film. Voilà les clés du magasin et vous prenez ce qu'il y a. C'est pas du tout la même démarche et aujourd'hui je pense qu'on s'en sort beaucoup moins bien.
Alors, 2019, 240 films produits en France. 2020, 190, une baisse quand même de 30%. Mais il y a quand même un nombre incroyable de films qui sont produits en France. Vous avez aussi relayé une tribune d'un scénariste qui était paru sur un compte Facebook qui s'appelle Parole de scénariste, relayé par le blog de Serge Cheritsky. Dans cette tribune, il y a une phrase que j'ai notée qui peut-être résume bien la situation, c'est est-ce qu'on produit pas trop de films en France? Surtout, est-ce que beaucoup de films ne sont pas faits simplement pour être financés et en fait pas pour être vus? Alors c'est la première chose que je voudrais un peu lancer dans cette discussion. Je ne sais pas si vous voulez rebondir là-dessus. Alors moi, donc dans mon parcours, j'ai fait beaucoup de longs métrages cinéma jusque-là, et avec le Covid, j'ai un peu basculé de manière, j'ai envie de dire accidentelle, sur l'audiovisuel, etc. Puisque c'est là où les choses tournaient beaucoup. Puisque de fait, je tournais déjà moi des films un peu fragiles, qui étaient déjà compliqués à monter avant le Covid, et qui avec le Covid ont vraiment battu de l'aile, où c'était vraiment compliqué. Et donc ce que j'ai pu effectivement moi, alors je l'ai constaté sur certains films d'auteurs où effectivement parfois on a un peu l'impression qu'il fallait faire une sortie technique et faire le film à tout prix, mais c'est aussi des choses qui me semblent constater dans une espèce de formatage sur la télé là, dans les projets sur lesquels j'ai été impliqué, pour pas te donner de nom, mais effectivement j'ai un peu l'impression d'un process industriel de scénario qui se suivent et se ressemblent d'une manière désolante, sans originalité, tout ça pour alimenter des tuyaux qui ont désespérément besoin de contenu, mais dans lesquels on n'arrive pas à fournir pour moi de la qualité, de l'originalité, enfin quelque chose qui pourrait se détacher, qui ferait en sorte que on passe à un niveau un peu intéressant, plutôt que de produire à non plus finir et avoir des étagères qui s'empilent avec des projets qui se ressemblent tous et qu'on attend de pouvoir diffuser. Essayer peut-être effectivement d'être un peu plus sélectif et puis de chercher l'originalité. Voilà, il y a une certaine inégalité dans la qualité artistique des projets, et effectivement je peux me retrouver dans ce que j'ai fait dans les paroles de ce scénariste, où vraiment on a l'impression on fait du produit pour nourrir et puis c'est tout, on se pose pas plus de questions en fait, et c'est effectivement assez dommage. Une autre comparaison assez criante dans cet article que je vous invite à lire, hein, on le mettra en lien sur le site de l'AFC, enfin vous le trouvez très facilement sur le blog de Serge Cheritsky. C'est une comparaison avec Israël. Israël, c'est un tout petit pays, ils produisent beaucoup moins de films qu'en France, mais alors bizarrement, la production israélienne génère 10 fois plus de recettes à l'extérieur du pays qu'à l'intérieur du pays. En France, le rapport est exactement inverse, c'est-à-dire que les films français génèrent 10 fois plus de recettes à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. Alors, est-ce qu'il y a un vrai problème de qualité ? Est-ce qu'on produit finalement... pourquoi est-ce qu'un petit pays comme ça arrive à produire autant de qualité, alors que nous, on injecte vraiment beaucoup d'argent dans le cinéma et finalement, on n'a pas cette réussite ? Ça marche, là ? Oui, mais la question, c'est la question de l'exportabilité. C'est-à-dire que comme on a un système endogène avec... les aides sélectives, etc., finalement, on reste au niveau où on nous met et notre distribution est endogène. Donc, l'exportabilité des films français, je ne sais pas quel est le chiffre exact, mais je crois que c'est extrêmement faible. Et du coup, c'est vrai que tout est nivelé par une sorte de moyenne, quoi, que je ressens. Ça fait longtemps que je dis à l'AFC que très souvent, l'image en France ne m'apparaît pas. Et puis, alors, je peux le dire aujourd'hui en sortant de Licorice Pizza, où on prend une claque, mais une claque incroyable. On a l'impression, Licorice Pizza, c'est comme la nouvelle vague il y a 60 ans. Il y a une sorte de projet qui devient universel. J'ai l'impression qu'on a assez peu de projets universels en France, quoi. Un autre aspect, on parlait des séries. Michel, vous avez eu l'occasion de faire le son sur la série Engrenage. Parlez-nous un peu de cette expérience, mais vous me disiez que, bizarrement,
la série Engrenage a commencé avec un budget, on va dire, un peu normal, et que le budget s'est amoindri, alors que la série prenait du succès et que les jours de tournage étaient réduits sur les autres saisons. Étrange quand même. Oui, alors, bon, j'ai pas fait toute la série. Moi, j'ai fait les 3 dernières saisons, enfin, la moitié des 3 dernières saisons, sous le principe d'Engrenage, c'est on tournait par bloc. Enfin, voilà. Et c'est vrai que ce qui est d'étonnant, c'est que sur les 3 dernières saisons, on a perdu à peu près 2 jours à 2 jours et demi de tournage par bloc. C'est-à-dire que j'ai commencé à 78, je crois, après on est passé à 75 et on a fini à 72, 71 jours de tournage, peut-être même 70, je ne sais plus exactement. Je suis très mauvais en chiffres. Mais donc c'est assez étonnant quand même, parce que Engrenage, c'est une série qui marchait très très bien en France. Une des séries phares. Voilà, qui se vendait, alors il n'y a pas eu de remake, mais qui se vendait très très bien à l'étranger. C'était vraiment, je crois que c'était vendu dans 72 pays. Je crois que c'était la seule série française qui était diffusée en VO sous-titré aux États-Unis. Et en même temps, les ambitions étaient pas à la baisse, quoi. Enfin, voilà, les scénarios étaient absolument pas calibrés. Donc voilà, c'est un truc qui m'a toujours étonné en série. J'en ai fait. Ouais, j'en ai fait quelques-unes, quoi. C'est que normalement, on vous vend une série, c'est un 6x52, 10x52, 12. Bon, Engrenage, c'était 12x52. Et j'ai même pas besoin de lire le scénario. Je reçois un scénario, il fait 72 pages. Moi, il y a un truc qu'on m'a appris il y a très longtemps, c'est 1 page, 1 minute. Voilà. Donc, 72 pages, je dis, putain, on va avoir du mal à le rentrer, quoi. Et donc, voilà. Donc, on s'est retrouvé avec des épisodes qui faisaient 62, 63 minutes, 60 minutes, quoi. Alors, ça se fait, mais ça se fait sur l'énergie des gens. C'est-à-dire que ça se fait sur l'énergie de tout le monde, quoi. Enfin, des techniciens, des metteurs en scène. Voilà, c'est... Voilà. Moi, la première fois que je suis arrivé qu'on m'a appelé pour aller sur Engrenage, je connaissais la série. Je dis, bon, l'équipe son, c'est un ingénieur du son, un perchman, un second. Voilà. Et là, on me dit, ah non, c'est stagiaire conventionné. Stagiaire conventionné, parce que c'est quelqu'un qui sort de l'école. Et voilà, sur une saison, j'ai été un horrible exploiteur, quoi. C'est-à-dire que j'avais repéré 2 jeunes femmes qui sortaient d'une école, qui avaient... il se trouve qu'elles n'avaient pas les 2 pieds dans le même soulier, qu'elles en voulaient, et je les ai surexploitées, quoi. Elles ont fait un boulot de perchman, quoi. Et tout ça pour un salaire de stagiaire, quoi. Ouais, voilà, et c'est qu'en 3e saison, enfin à la 8e saison, que j'ai réussi à avoir des gens qui étaient... Alors, au-delà du côté international et de l'attrait, on va dire, de la production française standard, est-ce que vous sentez quand même cette volonté de produire de plus en plus à moindre coût et d'économiser surtout, hein. Pareil, je reviens à cet article des paroles de scénaristes, ils expliquent, voilà, est-il normal qu'on budgétise un film à 100 et qu'on cherche à tout prix à le produire à 75 en éliminant telle scène de nuit, telle scène de figuration, tel décor? Laurent, votre avis là-dessus? Alors oui, effectivement, on se retrouve maintenant dans des projets qui sont à géométrie variable. On commence, alors moi je suis décorateur, donc à la déco, on a une réalité très terre-à-terre de la fabrication d'un film, puisque on va peut-être le seul service à déposer un devis, comme la production, c'est qu'on va dire combien ça va coûter. Donc on a besoin de formater les projets. Vous êtes une sorte de prod à l'intérieur de la prod. Très en amont. Ouais, c'est un peu une entreprise dans l'entreprise, la déco. Donc c'est un petit peu un microcosme comme ça. Et on est finalement très conscient des conditions de fabrication et de la réalité matérielle, humaine, de toutes les dimensions de la fabrication du film. Donc effectivement, on est amené à s'interroger à plein de moments sur ce qu'on est en train de faire. Donc on est en train de mesurer, de comparer avec les projets précédents, de se rendre compte que tout d'un coup on commence les préparations avec une version 7 du scénario et finalement on s'aperçoit qu'on va tourner la version 12 qui va être complètement différente ou en tout cas qui va avoir beaucoup changé et que on est dans un procédé qui s'industrialise, je dirais, de plus en plus. Et on peut s'interroger des fois sur la finalité même du film parce que on se rend compte que des films sont faits, et on peut revenir d'ailleurs à l'article, où il y a un mode de financiarisation du projet qui fait que finalement le producteur va lever des fonds pour la fabrication d'un film,
sur un projet qui n'existe pas encore, qui est un projet par définition. Et on peut s'interroger quelquefois, même quand on voit le film fini, en se disant mais finalement ce film, il n'a pas véritablement besoin de trouver son public, il a déjà trouvé sa cohérence ou son existence commerciale, elle est déjà là, puisque finalement le producteur il a gagné de l'argent à fabriquer ce film, et finalement c'était peut-être son objectif, c'est-à-dire qu'on n'est pas, on se rend compte que beaucoup de films ne sont pas rentables, c'est quand même une réalité, il y a quand même très peu de films qui le sont même, donc on est effectivement dans un système de course en avant, de fabrication de films, d'espèce de système automatique. Il y a quand même eu un phénomène qui était incroyable avec la pandémie que nous connaissons au début, où on a vu les salles qui étaient fermées et les films qui s'amoncelaient sur les étagères des distributeurs. On nous a parlé de 200, 300 films qui étaient là, prêts à sortir, et où on sentait que le système, il était complètement engorgé. Et donc, on se rend compte que ce qui est important, c'est que le film y sorte parce que finalement, il va aller chercher son label pour être sur un marché, son label cinéma. Depuis 30 ans, on fait des films en se disant mais ce qu'on est en train de faire, c'est plutôt une sorte de super téléfilm qui va chercher son label cinéma pour avoir ensuite une carrière de film. Mais en réalité, son contenu artistique est quand même assez faible. C'est-à-dire que ses intentions, ou en tout cas ses objectifs, sont finalement très modestes, voire quelquefois un peu insignifiants. Et donc, alors c'est très mal de dire ça en tant qu'intermittent du spectacle parce que ça fait travailler tout le monde et ça c'est formidable. Mais en réalité, la finalité des gens du cinéma et de la déco en particulier, c'est aussi de faire des beaux films et de faire des bons films. C'est-à-dire, tout le monde a l'objectif et a l'espoir fou de faire un bon film. Or, on se rend compte assez vite qu'on doit revenir un peu sur ses intentions et se dire, un petit peu comme disait Truffaut dans La Nuit américaine, c'est qu'au début, il a beaucoup d'intentions, puis finalement, à la fin, il espère déjà pouvoir finir le film. Mais on se demande, qu'est-ce qui sous-tend véritablement la production cinématographique en France aujourd'hui, effectivement? Et ce que tu disais sur l'exploitation et sur le fonctionnement où tu comparais avec Israël, c'est effectivement une réalité à laquelle on se confronte, je dirais, tous les jours. Alors, Marc, vous avez fait cette tribune, vous avez créé ce groupe, beaucoup de gens ont répondu présent. Où est-ce qu'on en est à l'heure actuelle et quelles sont les avancées ? Une des choses que ça m'a appris de discuter avec justement des différents intervenants, déco, son, bien sûr, directeur de la photo, ça fait par définition, on se connaît, mais voilà, il y a beaucoup d'associations dont j'ignorais le travail et qui subissent exactement la même chose et qui ont les mêmes remarques. On a un problème qui est franco-français, c'est-à-dire qu'on a une institution qui s'appelle le CNC et on a un autre truc qui s'appelle les ACDIC. Et ça, ce sont deux bras de levier très forts pour les producteurs. Ce sont des, peut-on le dire, des moyens de pression, de dire, de toute façon, si tu ne fais pas le film là, tu ne le feras pas le prochain. Les prestataires subissent exactement la même chose en disant, oui, j'ai pas d'argent sur celui-là, mais t'inquiète pas, le prochain, j'ai ce qu'il faut, tu vas te refaire. Et on entretient et on vit là-dedans, dans cette espèce de rêve illusoire. Alors, encore une fois, on ne va pas dire tous les producteurs, tous les prestataires, tous les techniciens. Bien sûr que tout le monde a envie de faire son métier bien, mais c'est vrai que là-dedans, il y a aussi des gens qui n'ont pas les mêmes motivations. Je parlais tout à l'heure de ces films. Enfin, pourquoi ces films, on a des films qui ne cherchent pas la qualité, qui ne s'exportent pas. Déjà, il faut savoir que au niveau de la production, il y a le nombre de premiers films a escaladé depuis ces 20 dernières années. Alors, j'ai pris quelques notes, mais de 1994 à 2000, on avait 17 films de moins d'1 million d'euros. De 2001 à 2010, on est passé à 36. Et de 2011 à 2020, on est passé à 60. Ces films peuvent bénéficier d'aides du CNC qui vont jusqu'à, alors en théorie jusqu'à 50%, mais dans la pratique, ça va jusqu'à 80%.
Alors, il y a des gens qui ont compris ça, qui viennent pas forcément de notre métier et qui n'ont pas forcément la passion, ne partagent pas forcément cette passion, mais voient ça comme une façon de financer leur société. Donc le principe est simple, on budgète à 100, on obtient 80 d'aide. Là, on est en train de dire, on donne des centaines de milliers d'euros à des gens qui n'ont rien prouvé, je veux dire qui n'ont pas de formation, qui ne savent pas faire la différence entre un bastin et un pied de mille. Et en plus, au terme de tout ça, ce qui se passe, c'est que, et ça je le sais par des gens dont le métier est d'archiver les films, c'est que la plupart de ces producteurs-là, quand ils viennent les voir en disant combien ça me coûte le forfait le moins cher pour archiver mon film, parce que je suis obligé par rapport au CNC. C'est-à-dire que c'est un petit peu, on met un enfant au monde et puis en fait on décide de ne pas l'élever, quoi. Et contrairement à ce qui se passait avant, où il y avait des vraies politiques de producteurs qui produisaient des films pour se construire un catalogue, là on a affaire à une partie qui est croissante et qui en cela est dangereuse. C'est que on a une partie de gens qui produisent, qui n'ont rien à faire du résultat et ne comptent pas faire du tout d'argent sur la qualité d'un produit, ce qui est quand même aberrant. C'est même pas dans un schéma industriel, ça n'existe pas. De faire un produit en sachant qu'on ne va pas l'exploiter, c'est simplement avouer que l'argent, on le fait avant, quoi. Si, c'est ce qui s'est passé dans... On m'entend ? C'est ce qui s'est passé dans l'agroalimentaire jusqu'à il y a 15 ans. C'est-à-dire qu'en fait, moi, c'est la comparaison que je fais tout le temps en ce moment, en parlant des plateformes aussi, et je dirais peut-être surtout. C'est-à-dire que c'est prenez ça. Si c'est pas bon, mais quand même, prenez-en. Et le circuit court, un jour, il reviendra peut-être aussi du côté du cinéma. C'est-à-dire que là, il y a vraiment quelque chose qui se passe et qui est sidérant, une espèce d'indifférence et de cynisme, en fait. Un cynisme marchand de l'objet audiovisuel, qui est pour moi un objet culturel, quoi, qui devrait, comme tu dis, servir à élever les gens. Alors, pourtant, il faut quand même faire des premiers films. Il y a beaucoup de films qui ne coûtent pas cher, effectivement, 1 million. Est-ce qu'il y a une bonne manière de faire ces premiers films ? Là, je vais peut-être me tourner vers toi, parce que le film Le Sylventombe, c'est un premier film. C'était un film qui devait être fait avec pas beaucoup d'argent. Comment vous y êtes comment vous y êtes pris pour faire ce film, on va dire, dans les règles de l'art ? Alors, c'était un film du coup qui était en coproduction France, Belgique et Arménie. Pour un premier film, la productrice, je trouve, a bien fait son travail dans le sens où elle a quand même réussi à lever, je crois de mémoire, c'est à peu près 1,4 million pour faire le film. Bon, sachant que le tournage se faisait intégralement en Arménie, donc j'avais très peu de personnel français en tournage. Donc ça s'est fait en prestation de copro et de production exécutive sur place. Donc voilà, on a forcément un petit peu économisé sur ce qu'aurait été un tournage en Europe ou en France avec du personnel européen ou français. Et le film, voilà, étant à ce niveau-là, on a fait les dérogations classiques pour demander une annexe 3 pour les salaires français pour que ça puisse rentrer. Le tournage en lui-même a pu se faire dans ce cadre-là. Voilà, sachant que moi, j'ai envie de dire que je suis pas un bon exemple dans le sens où je sais un peu ce que je fais. C'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de films effectivement compliqués, avec des financements compliqués, des premiers, des deuxièmes films. Donc j'essaie toujours, moi, de mon côté, d'être équitable vis-à-vis de tout le monde, que ce soit à la fois des prestataires, c'est-à-dire à équilibrer les demandes pour pas avoir des demandes UBS par rapport au film, comme parfois j'entends des prestataires qui me disent que voilà, je ne demande pas d'argent, mais en même temps on va demander la bijouterie intégrale, en fait, ce que je trouve complètement absurde. Enfin, voilà. Et puis dans un respect aussi des techniciens, parce que moi ce que je constate et que j'entends aussi, au-delà de l'aspect technique financier, c'est qu'il y a aussi, moi je trouve une dégradation des rapports humains. C'est-à-dire que je constate souvent effectivement des gens qui viennent à mon poste et puis à la production, des gens qui viennent beaucoup
du commerce, du financier, et qu'on a tendance un peu à avoir le nez collé dans les tableurs, les chiffres, etc., et qu'on oublie l'aspect humain. Voilà, moi, quand j'ai voulu commencer ce métier, je me souviens, quand j'ai fait une formation il y a 20 ans, des directeurs de production assez âgés qui ont formé, où ils disaient, enfin voilà, le métier de la directeur de production, j'ai envie de dire de la production en général, vous avez 50% d'humains, il y a 25% de financiers et 25% de techniques, mais il y a quand même 50% d'humains. Et j'ai un peu l'impression qu'on oublie ça, en fait. Beaucoup de gens sont focalisés effectivement sur l'argent, etc. Et on oublie tout ce que l'humain peut apporter, en fait. Voilà. Est-ce que vous ressentez quand même ce manque de formation technique que beaucoup de gens reprochent à la production, mieux de la production française, où on est obligé d'expliquer qu'est-ce que c'est qu'une sauvegarde, qu'est-ce que c'est qu'un pied de mille, ce genre de choses, alors que normalement ils devraient le savoir, non? Enfin, j'imagine. Alors j'avoue que c'est pas des discussions que j'ai avec les producteurs. En général, quand je travaille avec un producteur, il me confie les choses et bon, soit ça l'intéresse, il est dedans, soit il passe à autre chose, parce qu'un producteur a souvent plusieurs projets quand même. Et l'idée d'avoir un directeur de prod, c'est de pouvoir être un peu tranquille sur la fabrication. Et par rapport à la formation en général. Après, je trouve qu'il y a un paradoxe dans le sens où, il y a quelques années, en fait, se former en tant que technicien, etc., ça relevait de quelque chose qu'on faisait sur le tas. Il y avait très peu d'instituts formés, et qu'aujourd'hui, c'est un peu l'inverse. En fait, on a pléthore de formations dans tous les sens. Et ce qui manque, c'est que voilà, on balance effectivement des étudiants dans le bain, dans le feu de l'action, mais il n'y a pas cette pratique du plateau, et effectivement on est très axé sur la technique et on a tendance à négliger tout l'aspect humain qui, moi, me paraît primordial, en fait. Voilà. Si on veut rebondir sur ce que proposait Marc tout à l'heure, est-ce qu'il y aurait presque besoin d'obtenir une sorte de permis de produire, enfin pas de permis de produire, mais de formation minimale pour obtenir de l'argent du CNC, des Sofica, enfin de tout le système de production? Est-ce que vous êtes opposé à ça dans l'esprit ou... Dans l'absolu, je pense pas. Ou alors, voilà. Après, elle se pose toujours la question, comme c'était posé à un moment quand les cartes professionnelles existaient au CNC, de comment on commence le métier et comment on rentre, en fait. Alors peut-être qu'il y a dans ce cas-là peut-être possibilité de système de, je sais pas, de parrainage, par exemple, en fait. Quand on n'a rien fait, se faire parrainer par quelqu'un qu'on connaît, un producteur qui, voilà, ça pourrait être une forme de pied à l'étrier pour faire commencer quelqu'un, en fait. Parce que sinon, on ne commencera jamais, quoi. C'est assez complexe. Alors, il y a quand même le système du court-métrage en France qui est très dynamique, qui permet à beaucoup de gens de commencer en général, aussi. Oui. J'aurais voulu savoir, Benjamin, oui. Qu'est-ce qui peut sauver le fait qu'il n'y a jamais assez d'argent, qu'on en fasse un à 1 million d'euros, à 5 ou à 16, comme Annette? C'est la fabrication. C'est comment on fabrique. Je veux dire, c'est tous ces segments qu'on va essayer de mettre ensemble. Comment un producteur ne peut pas s'y intéresser. Et il ne s'y intéresse pas. Il y en a beaucoup qui disent, mais je peux même les citer, c'est des amis. Pascal Cocheteau dit, non, mais moi, l'image, j'y comprends rien. Là. Tu ne vas pas m'expliquer. Bon, alors que quand même, d'abord, c'est un très grand producteur, mais c'est une posture. Mais est-ce qu'il y aurait aux États-Unis ou en Angleterre ou ailleurs quelqu'un qui dirait mais non, l'image ça m'intéresse pas, j'y connais rien? Non. Donc il y a quand même quelque chose de très particulier dans ce désintérêt pour la fabrication. Mais n'y a-t-il pas une sorte quand même pas de snobisme, enfin presque de position intellectuelle, de dire voilà, on n'est pas là pour faire de la technique, on est là pour faire de l'art. Je me souviens d'une interview de Philippe Garrel qui, à l'époque, moi j'étais étudiant à Louis Lumière, c'était J'entends plus la guitare, son film, et il disait à Libération, moi quand je rentre sur un plateau, je donne un coup de pied dans les projecteurs. Il se trouve que c'est moi qui l'ai éclairé. Donc, est-ce que c'est vrai? Moi, il me disait va jouer dans la cour des filles. Ouais. J'ai l'impression qu'historiquement, la France, qui a produit la nouvelle vague, qui est quelque chose qui a essaimé dans le monde entier, elle ne s'en est jamais remise. C'est comme quelqu'un qui a fait un succès, puis après qui n'arrive pas à remonter dessus, quoi. D'une certaine manière, on ne peut pas continuer comme ça. Hein. C'est comme cette histoire de grenouille dont tu parlais aussi dans un des articles. La petite grenouille française. Oui. On trempe dans l'eau. C'est-à-dire que la grenouille... La parabole de la grenouille, c'est la grenouille qu'on met dans l'eau froide et on
monter la température et elle va rester jusqu'à devenir un petit peu groggy et va finir par mourir dans une béatitude à 60 degrés. Alors que si on prend la même et qu'on la jette dans la casserole et que la casserole est à 40, elle va sauter, elle va partir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'habitue aux choses, ça veut dire que les choses n'arrivent jamais brutalement. Surtout les mauvaises, elles arrivent en général, c'est quelque chose qui s'insinue doucement. Moi, j'ai pas de solution. La seule chose que je pense, c'est qu'il y a vraiment un problème de communication. Je pense que c'est important, on parlait des producteurs, mais je pense que c'est aussi important qu'un réalisateur connaisse vos métiers, connaisse et se tourne vers vous par rapport à ce que vous pouvez apporter. Voilà, une image, c'est pas seulement une caméra avec un éclairage diffus qui éclaire partout pour qu'on puisse tourner très vite dans tous les sens avec un steadicam parce que ça permet encore plus d'aller encore plus vite. Non, ça s'appelle du théâtre filmé, ça s'appelle du reportage, mais il y a une écriture cinématographique. Il y a le cadre, la longueur du cadre, le mouvement, il y a la lumière, il y a le choix du format. Enfin, c'est pas à moi de dire tout ça, et chaque métier peut apporter quelque chose. Et je pense que ce qui se passe quand on parle du fait de ne pas vouloir savoir, que les producteurs ou même les réalisateurs ne veulent pas savoir ce qu'est la technique, je pense que c'est parce que quand ils font ça, ils se mettent en position d'infériorité. C'est-à-dire qu'ils ont en face d'eux des gens qui ont les compétences, eux ne les ont pas. Et le premier réflexe de l'ignorance, c'est de se méfier. Donc ils se méfient des avis que vous allez donner, des choses. Laurent, tu me disais, tu m'en parlais. On arrive très souvent sur des projets où on a affaire à des gens qui sont très ignorants de ce qu'on va faire. C'est-à-dire que quand tu dis qu'on te propose des budgets et tu dis oui, mais là, ça ne va pas être possible, on ne se rend pas compte, mais on travaille dans un truc qui est très particulier. Et on a des automatismes, on sait comment ça fonctionne, on a une expérience et on travaille, on rencontre des jeunes producteurs en ce moment qui vous disent oui, mais là, on va être malin. Alors tu dis ah ouais, parce que jusque-là, on a été très très cons, mais maintenant, on va être malin et on va trouver les moyens de vraiment raboter les prix. Alors, il y a un côté, très surprenant dans cette fraîcheur innocente qui consiste à se dire on va faire mieux, c'est-à-dire que ce qui a été fait jusqu'à présent, c'était pas malin, maintenant on va faire mieux. Parce qu'on reprend un petit peu le schéma de la nouvelle vague, parce que la nouvelle vague, c'était quoi? C'était un mode qui était une réaction par rapport à un système qui était le système des studios, très institutionnalisé, des caméras. Alors les caméras, l'arrivée des coutants, l'arrivée des caméras légères, etc., a aidé ce qu'on est à l'intérieur plus léger pour sortir. Mais tout d'un coup, les gens de la nouvelle vague ont quelque part réinventé un cinéma avec des outils et des moyens de faire différents. Mais là, on se retrouve avec des gens qui, malgré la performance grandissante du matériel dont on dispose, sont persuadés qu'on va pouvoir réinventer une nouvelle fois le cinéma, un cinéma plus léger, mais on n'a qu'à tourner avec un appareil photo, tout d'un coup, on entend des choses très étonnantes. Ah bon, et alors, nous, à la déco, qui sommes les maçons de l'affaire, on nous dit ah oui, mais ça, vous pouvez pas le faire en 2 heures, là? Ah ben non, ça, il faut 3 jours. Ah bon, alors tout d'un coup, on a peut-être d'être des révélateurs d'une espèce d'évidence. C'est-à-dire qu'on a effectivement affaire à beaucoup de gens qui sont des donneurs d'ordre, qui n'ont pas cette formation. Un film, ça sort pas du chapeau. C'est pas juste un scénario, ça se fabrique. C'est même là la chose essentielle. Donc, et le scénario, il est revu par cette fabrication. Finalement, il est réinventé. Je veux dire, tu lisais le scénario d'Annette, tu te tapais la tête contre les murs. Mais c'est vrai que chaque séquence est réinventée dans les tentatives qu'on a fait, cette espèce de millefeuille de tentatives, d'essais qui fait qu'on prend une direction et qu'après on va non pas dans un water tank pour tourner la tempête, mais qu'on est en studio sec devant un écran, si tu veux. Je pense que c'est cette culture-là de la fabrication que nous avons perdue en France qui fait qu'on ne respecte pas les outils.
Et effectivement, quand tu penses au Joker, qui est un des projecteurs les plus... Parce que c'est comme une caméra. Le Joker, c'est un des projecteurs les plus intelligents qu'il y ait eu ces 15 dernières années. D'accord ? Mais c'est vrai. Mais c'est comme les caméras. T'en as une par les décennies, quoi. La Pénélope, on l'attend encore en numérique. Hein. Je vous propose de conclure rapidement. Il y avait quand même une idée qui avait été soumise par Marc sur la deuxième tribune. C'était l'histoire du label. C'est-à-dire que certains films qui auraient été, entre guillemets, bien produits, qui auraient respecté les règles, auraient un label et pourraient récupérer une certaine partie de l'argent. Et ça serait peut-être une manière, justement, plutôt que de donner tout direct sans vérifier après. Mais alors ça veut dire qu'il faut aller vérifier les comptes, il faut vérifier comment le film a été produit, d'une certaine manière. C'est pas forcément la solution. Ça, c'est quelque chose ça fait partie des exemples. Mais encore une fois, je peux pas, moi, parler au nom de tout le monde. Simplement, j'essaye d'envoyer des idées. C'est une piste qui a été soulevée. C'est une piste, effectivement, de dire... voilà, plutôt que de taper sur ceux qui font mal, c'est au contraire encourager ceux qui font bien. Moi, j'ai déjà assisté à des commissions au CNC, mais il n'y a que des producteurs, beaucoup de producteurs, quelques réalisateurs, jamais de techniciens. Je veux dire, si l'agrément a été donné à part égale par des gens qui fabriquent, qui font ce métier d'un point de vue d'un panel ouvert, ça serait différent. Je veux dire, tu vois, si c'est que des producteurs et des réalisateurs qui donnent l'agrément ou qui donnent, je ne sais pas quoi, technique, parce qu'il y en a un au CNC de label en quelque sorte. Donc voilà, moi je pense vraiment qu'au niveau des instances, il y a déjà une sensibilisation à la fabrication qui doit être faite et qui n'est absolument pas faite, quoi. Mais la première hérésie, c'est qu'effectivement, au niveau de la commission d'agrément, il y a une majorité de producteurs. Donc même si tous les autres disent non, ce film n'est pas faisable, non, on ne donne pas l'agrément, eux, ils l'auront. De toute façon, on ne peut pas vivre sur un déséquilibre où il y a une espèce de toute puissance qui fait que on est tous obligés de trembler parce que finalement le roi dit et on est obligé de suivre parce que il y a quand même, on connaît tous des techniciens qui se sont retrouvés blacklistés parce que ils ont tenu sur les positions, parce qu'ils ont défendu des choses, parce que et des gens qui ont fini soit par partir à l'étranger ou abandonner carrément le métier. Je crois qu'on arrive au terme de cette table ronde. En tout cas, je voulais remercier tout le monde. Je voulais vous remercier aussi d'être venus assez nombreux aujourd'hui. Je vous propose d'applaudir tout le monde. Et puis, voilà. Et je vous propose qu'on prenne rendez-vous pour l'année prochaine, peut-être faire un point l'année prochaine sur ce thème avec Marc et puis peut-être les mêmes ou d'autres interlocuteurs. Merci beaucoup.